Je crois que savoir parler efficacement, ça devrait être d'utilité publique. C'est vrai que grâce à ça, en fait, on peut se faire entendre dans plein de domaines différents, comme la sphère familiale, dans le couple, dans les démarches de la vie courante, dans son travail, dans ses discours politiques. Alors bonjour, je me présente. Je m'appelle Magali Barclay et je suis de la société Chrysalide CFC, pour conseil, formation, communication. Ce que je fais, c'est que j'aide les structures à booster leur évolution au travers de 3 choses. Tout d'abord du conseil en stratégie de communication, des formations dans ce domaine-là et aussi le pilotage du plan d'action. Alors je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Parler et être écouté. Je suis ravie d'animer ce podcast. Je voudrais faire avec vous un voyage hebdomadaire pendant lequel on recevra des spécialistes du domaine. Nous échangerons aussi sur des sujets pour éveiller les consciences, notamment sur le lien entre une prise de parole efficace et le développement personnel. Alors vous êtes prêts ? On y va, on y va, on y va ? Je vous emmène avec moi ? Allez, c'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Parler et être écouté. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Éric Bas, qui est l'un des plus prolifiques sur l'écriture de livres sur l'art oratoire. Alors, il a un parcours assez extraordinaire. Donc, moi, je l'ai découvert au travers de LinkedIn. LinkedIn, qui est un réseau qui nous permet d'avoir beaucoup de contacts et de contacts intéressants. Je l'ai rencontré et je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui avait fait énormément de choses. Tu me diras tout à l'heure, Éric, d'autres choses sur ce que tu as fait, mais tu as fait un disque alors que tu étais plus jeune. Tu as aussi travaillé dans tout ce qui est bien-être. Tu as monté un spa qui a bien fonctionné. Tu t'es lancé dans l'art oratoire en 3 ans. Tu as eu une distinction. Donc moi, étant maintenant conférencière, je sais que c'est une distinction qui vraiment valorise les personnes qui ont un bon niveau dans ce domaine-là, qui s'appelle le Distinguished Toastmaster Award, DTM. C'est une grande distinction et tu l'as eu en juste 3 ans. Donc, on pourrait se demander, mais c'est quoi la formule magique? Donc, aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir. On va se centrer, on pourrait parler de plusieurs choses, mais on va se centrer sur un sujet, hein, c'est plus intéressant pour nos auditeurs. Et ce sujet, c'est quelque chose qui va vous parler à tous, qui est l'intelligence artificielle, l'intelligence augmentée, ce que ChatGPT a sorti il n'y a pas beaucoup de temps, très récemment. Et Éric Bas, qui est ici présent, donc, a écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle L'orateur augmenté, écrire un discours avec ChatGPT et d'autres outils d'intelligence artificielle. Donc Éric, je te laisse la parole. Merci à toi d'être là. Et est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ce pourquoi tu as écrit ce livre? Bonjour Magali, bonjour à tous et à toutes. J'ai écrit ces livres d'abord parce que je me suis intéressé à l'intelligence artificielle pour comprendre comment elle pourrait être utile pour écrire des discours. C'est une intelligence ChatGPT qui peut servir à beaucoup de choses, et notamment à tout ce qui concerne la rédaction. Et en testant ChatGPT pour les discours, je me suis dit que ce serait intéressant d'écrire un livre parce que j'ai fait des découvertes intéressantes. Ok. Alors, toi, tu es tombé donc sur ChatGPT, tu t'es dit, je vais m'en servir pour ça. Tu viens du tout ce qui est un petit peu bien-être aussi. Est-ce que d'après toi, c'est compatible d'être dans le bien-être, d'être dans l'échange avec les autres, d'être ancré et d'utiliser ces outils d'intelligence artificielle? Compatible, écoute, moi je considère que c'est compatible. Tu vois, je médite 4 heures par jour et j'utilise l'intelligence artificielle. On peut être dans une voie spirituelle et en même temps être ouvert aux nouvelles technologies. Je ne vois pas de contradiction. Ok, super. Ouais, c'est ce que je pense aussi, hein. Je pose la question, j'ouvre des portes ouvertes pour certaines personnes, mais je te rejoins là-dessus. Alors, en quoi est-ce que cet outil ChatGPT que tu utilises est utile pour toi pour l'écriture de tes discours? Comment est-ce que tu l'utilises particulièrement? En quelques Alors, mots, hein. Tu vas pas révéler tout ton livre, mais en quelques non, mots. non. Pour l'instant, depuis que ChatGPT est sorti, j'ai pas fait beaucoup de discours et je l'ai jamais utilisé pour mes propres discours, en vérité. D'accord. Ah, J'ai ok. plutôt écrit, je l'ai surtout utilisé ben, pour tester, hein. J'ai écrit des discours que j'ai pas donnés, en fait. J'ai écrit des discours dans le cadre du livre pour faire mes essais, pour le pousser dans ses retranchements et pour voir ce que ça pouvait donner. Mais pour l'instant, je l'ai pas utilisé dans mes discours que j'ai donnés sur scène. Alors, dans ton livre où tu nous expliques comment l'utiliser, est-ce que tu penses que c'est un outil qui est au service de l'homme ou est-ce que l'homme ne pourrait pas au bout d'un moment se dire, oh là là, je cours après l'outil? Alors, c'est difficile de faire des prévisions, hein, bien sûr, parce que l'intelligence artificielle va très très vite, mais aujourd'hui, là, à l'heure où je parle, on peut considérer que ChatGPT n'est qu'un assistant. Si on écrit, enfin, on écrit un discours avec ChatGPT, on ne fait pas écrire un discours par ChatGPT, c'est la nuance.
Parce que si on fait ça, il y en a qui l'ont fait, ça donne des résultats très médiocres. Et les gens qui sont déçus par ChatGPT, c'est généralement parce qu'ils ont voulu faire écrire un discours par ChatGPT. Et un des derniers qui l'a fait, enfin, ça a fait un peu le buzz, c'est le maire de Chartres, qui à l'occasion des cérémonies du 8 mai 1945, la dernière fois, a fait écrire son discours par ChatGPT et il n'a rien retouché. Bon, il faut Ah dire que oui, le discours était vraiment médiocre. ouais, Il en a effectivement. convenu lui-même, hein, mais il a voulu faire l'exercice pour aller jusqu'au bout de la démarche. Mm. Donc, effectivement, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est vrai que c'est un outil qu'il faut utiliser avec les compétences. Moi, tu vois, j'ai envie de dire, des fois, c'est un peu comme un autre cerveau. On a notre cerveau avec tout ce qui est à l'intérieur, toutes les habitudes, tout ce qu'on sait, et ça peut être quelque chose qui va nous permettre d'avoir des nouveaux horizons, des choses qu'on ne voyait pas, ou des informations supplémentaires, mais effectivement, les remettre à ce que nous sommes, à notre sauce, à ce que nous connaissons pour en faire un discours augmenté, hein, on peut dire ça. Oui, exactement. L'intérêt de ChatGPT, c'est de pouvoir le faire travailler sur des parties du discours, c'est des aspects très ponctuels. Pas lui faire écrire un discours entier. Franchement, ce sera mauvais. Mais si on prend juste des aspects, par exemple, on a écrit un discours pour une certaine communauté, mettons, tu as écrit un discours pour des pharmaciens. Ce même discours, tu pourrais très bien le reprendre pour des comptables, mettons. Simplement, il faut s'adapter à l'auditoire à chaque fois. Et dans ce cas-là, tu voudras avoir envie de changer les métaphores, de changer les analogies. Eh ben, ChatGPT fait ça très bien. Tu lui dis, voilà, ce discours-là, trouve-moi une analogie dans le champ sémantique des experts comptables, et il va trouver ça en 5 secondes, et des choses Hmm. très pertinentes. Plutôt que de demander même une analogie, on peut lui demander de faire des propositions. Propose-moi 3 analogies. Et ensuite, tu choisis la meilleure. Tout Il à fait ça fait. très bien. Hmm. Et pour les personnes qui sont dans la prise de parole, parce que juste avant, justement, j'étais en train de parler avec quelqu'un qui m'aide aussi sur ma conférence, et on parlait de sémantique. Donc, le vocabulaire que tu viens d'utiliser aujourd'hui, c'est vrai que quand vous allez faire une prise de parole auprès de personnes qui sont dans un domaine particulier, bah, autant parler leur langage. Donc, Exactement. donc Ce à quoi il faut veiller dans un discours, c'est d'intéresser les gens. Intéresser les gens, c'est susciter l'intérêt. Ça veut dire leur parler de ce qui les concerne. En fait, les gens ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. En fait, hein, les gens, et j'ai y compris moi, hein, bien sûr, je mets tout le monde dans le message, on ne s'intéresse qu'à nous-mêmes. Donc, on s'intéresse à des problèmes qui nous concernent. On s'intéresse à un discours qui peut nous apporter des solutions. Et c'est pour ça que c'est important d'adapter son langage à son auditoire et d'évoquer les problématiques qu'il vit au quotidien. c'est un petit peu comme rentrer dans la bulle d'une personne. On est un peu dans notre bulle avec ce qu'on vit, avec notre vocabulaire, avec nos habitudes. Et là, on va rentrer dans la bulle de la personne en parlant son langage, hein. Si je... Exactement. Oui, en parlant son langage et en suscitant son intérêt, en, en montrant dès le début, dès l'ouverture du discours, qu'on est en mesure de répondre à ses attentes. Donc, ces attentes, ça peut être une douleur à apaiser, un besoin à satisfaire, un désir à exaucer. Voilà, du moment qu'on répond aux attentes, on suscite l'intérêt. Eric, pour revenir sur les livres que tu écris, c'est la première fois sur le podcast Parler et être écouté qu'on reçoit quelqu'un qui a écrit autant de livres sur un sujet particulier qui nous touche, qui est l'art oratoire, puisque le podcast s'appelle Parler et être écouté. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu écrire sur ce domaine-là particulièrement? Parce que je suis passionné par plusieurs choses. En fait, Oui. ça regroupe plusieurs centres d'intérêt que j'ai depuis longtemps et que j'ai réussi à mettre ensemble. D'abord la scène, puisque mon premier métier c'était d'être musicien. J'ai commencé par ça quand j'étais étudiant. Donc j'aimais beaucoup la scène. Ensuite j'aimais bien écrire, parce que j'écrivais des chansons, puis j'ai écrit des poèmes, et puis j'étais journaliste à un moment donné, j'écrivais des articles. Donc déjà la scène et l'écriture ont été réunies. Et puis, j'ai été formateur également, donc parler en public, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien enseigner, transmettre des informations, transmettre des messages, et ça, l'art oratoire permet de le faire aussi. Donc, j'ai réuni là la scène, l'écriture et la formation, le passage d'informations et de messages. Tu as réuni tout ce que tu aimais, enfin beaucoup de choses que tu aimais, parce que j'ai l'impression qu'il y en a même encore plus, en un domaine qui est l'art oratoire. Et je te rejoins là-dessus. C'est vrai que c'est riche et que ça permet de faire plein de choses. Oui. Est-ce que pour être efficient dans ton domaine de l'art oratoire, tu as fait, je ne sais pas, des formations, tu t'es inspiré de personnes particulières? Quelles ont été tes clés principales pour arriver à, justement, bah, on en parlait tout à l'heure, avoir notamment cette reconnaissance de bon orateur? La clé principale, vraiment, ce qui m'a fait avancer très très rapidement, c'est de m'inscrire à un club Toastmasters.
Toastmasters, c'est une organisation internationale qui est structurée en groupes de prise de parole. Il y en a partout dans le monde. En Île-de-France, par exemple, parce que je suis pas loin de l'Île-de-France, il y a une dizaine de clubs, dont certains anglophones. Ces clubs se réunissent une fois par semaine pour certains ou deux fois par mois pour d'autres. Et à chaque réunion, on progresse en prise de parole en public parce qu'on a toujours l'occasion de parler, soit pour faire un discours, soit pour évaluer d'autres discours, soit pour animer la réunion. Enfin, il y a tout un tas de rôles qui font que chaque personne présente prend la parole. En général, dans chaque club, il y a, mettons, 40 membres et en fonction des emplois du temps, il y a toujours la moitié qui sont présents, donc il y a toujours une vingtaine de personnes présentes. Et ça m'a fait vraiment beaucoup avancer. Donc on peut dire que tu es rentré dans l'action. Oui, La théorie est bien, mais rien de tel que d'expérimenter, que de faire les choses, que de rentrer dans l'action. oui, exactement, rentrer dans l'action. Et chez Toastmasters, il y a une pédagogie également qui est très efficace. On n'est pas jeté dans la fosse au lion et se débrouiller tout seul. On est vraiment guidé avec pour chaque discours un objectif à atteindre. Les sujets sont libres, mais pour chaque discours, on doit mettre l'accent sur une particularité de l'oratoire. Par exemple, sur un discours, ça va être la gestuelle. On devra insister sur la gestuelle. Sur un discours, il faudra prendre soin de raconter une histoire, etc. D'accord, ok. Ah bah c'est un bon exercice, un bon lieu pour vraiment mettre tout en place, quoi. Ah oui, vraiment, Ah, je recommande cet endroit. merci de ce partage pour nos orateurs qui vont, je suis sûre, apprécier et pouvoir, pourquoi pas essayer, surtout s'il y en a sur toute la France. Alors pour en revenir sur ChatGPT et ce dernier livre que tu as écrit, donc il est tout récent de ce que j'ai vu, mars 2023. Oui, exactement. Voilà. Et où est-ce qu'on peut le trouver? Comment est-ce que tu diffuses ce livre pour les personnes qui seraient intéressées? On peut le trouver sur Amazon, sur d'autres boutiques en ligne, on peut le trouver en librairie, à la Fnac, Cultura, enfin toutes les librairies de France et Toutes de les là-bas. librairies, voilà, il est diffusé assez largement. D'accord. Exactement. Ok. Alors toi, dans ta personnalité, dans la façon dont tu fonctionnes, j'ai cru voir que tu avais quelques rituels. J'aime bien poser ces questions-là aux auditeurs que j'ai. Est-ce que vous avez des rituels? Parce qu'effectivement, prendre la parole en public, pour certains, c'est se mettre, on va dire, à nu face aux autres. C'est aussi être en forme, donner de l'énergie aux autres. On n'en a pas toujours. Comment est-ce que tu fonctionnes, toi, pour être, en tout cas dans ta vie de conférencier, ou puis même d'écrivain, parce que écrire, c'est aussi tout un travail. Comment est-ce que tu fais pour être en forme, pour donner ce que tu peux donner? Être en forme au quotidien. Ça, Être ta en forme au question. quotidien, tout à fait. Ah, euh, être en forme, c'est pas seulement pour être conférencier, c'est la base. J'ai une alimentation que je considère saine. Je mange assez peu. En fait, je fais un repas par jour vers 14 heures à peu près. Et je suis végétarien. Je fais du yoga tous les jours. Je médite aussi tous les jours. Voilà, c'est le principal en fait qui me permet de rester en forme et d'avoir une bonne énergie. D'accord. Donc, ce sont les rituels qui sont adaptés à toi, hein. Après, Oui, on a chacun des exactement. rituels qui vont être adaptés à nous, mais ce sont tes rituels à toi. Ce sont tes Exactement. clés gagnantes, en tout cas. Et quand tu changes un petit peu tes rituels, est-ce qu'il y a des choses que enfin, tu le sens toujours ou tu les changes jamais? Si ça m'arrive de changer, notamment au niveau du sommeil, des fois parce que dans mon quotidien, je dors 2 heures par jour et il m'arrive en déplacement pour donner des formations quand c'est pas tout à fait compatible de revenir à un sommeil normal de 6 heures par nuit. Donc, j'ai un mode de vie qui est le sommeil polyphasique. C'est un mode de sommeil qu'adoptent les navigateurs en solitaire. Oh, ah On oui, dort 2 heures par nuit. Waouh. Ouais. Je Mm. dors une demi-heure toutes les 6 heures, pour être précis. D'accord, ok. Waouh. Alors oui, j'ai vu ça sur tes documents polyphasiques. C'est quelque chose que je ne connais pas. Tu veux nous en dire quelques mots, juste? On Oui, va pas bien sûr, trop je peux s'éloigner du sujet, en mais dire ça peut quelques être mots. intéressant aussi pour les personnes de connaître. Oui, oui, le sommeil polyphasique, donc comme son nom l'indique, c'est de dormir en plusieurs phases. Le sommeil de la plupart des gens est monophasique, on fait une grosse nuit et puis c'est tout. Il faut savoir que naturellement, l'être humain est plutôt fait pour avoir un sommeil biphasique, c'est-à-dire une nuit plus une sieste. Il y a des pays qui ont gardé ce mode de vie, hein, comme en Espagne, c'est beaucoup pratiqué de faire une nuit et une sieste. Et puis au-delà de deux phases, on appelle ça du sommeil polyphasique. Donc c'est un système utilisé par les navigateurs en solitaire qui ne peuvent pas se permettre de laisser leur bateau tout seul pendant 8 heures et qui ont une autre méthode que la mienne. Eux, ils dorment en général 20 minutes toutes les 4 heures. Ça fait aussi 2 heures par 24 heures. Et moi, j'ai choisi pour mon emploi du temps, c'était plus pratique de faire une demi-heure toutes les 6 heures. Bon, c'est D'accord. aussi un mode de sommeil qu'utilisait Salvador Dali, Oui, beaucoup de. Edison. J'ai voulu parler, moi, particulièrement de ChatGPT, puisque c'est quelque chose qui vient de sortir et qui chamboule un petit peu les esprits.
Plusieurs personnes y voient du danger ou de la peur. Qu'est-ce que tu dirais, toi, face à ça? Les personnes qui peuvent en avoir peur ou du danger du fait qu'ils ne connaissaient pas. Je comprends qu'on puisse en avoir peur, hein, surtout quand on lit que ça va supprimer quelques millions d'emplois. On entend des chiffres comme 100 millions d'emplois dans le monde. Ouais. Oui, il y a de quoi s'inquiéter, mais avoir peur ne changera rien. ChatGPT est là et il ne va pas s'en aller, donc il vaut mieux s'y intéresser et voir comment on peut le dompter, comment on peut l'utiliser, parce que on ne va pas se voiler la face, hein. Il est là, et si on reste dans son coin, on risque d'être balayé. Il y a plein de métiers qui vont être balayés, il vaut mieux anticiper et voir comment on peut l'utiliser. Et notamment dans tout ce qui est rédaction, hein. ChatGPT peut très bien écrire des pages de vente, donc remplacer le métier d'un copywriter. Il peut faire des tas de choses. On l'a vu, ils ont testé à l'examen du barreau aux États-Unis. Il a été reçu à plusieurs examens du barreau. Donc, en tant qu'avocat, il est assez performant. Il a réussi à faire des bons diagnostics aussi. Donc, en tant que médecin, pour le diagnostic, hein, bien sûr, pas pour soigner, il s'est montré performant. Donc, il y a plein d'endroits où il va simplifier la tâche des gens. Les journalistes aussi sont inquiets parce que une équipe de rédaction peut être remplacée par juste un rédacteur qui va piloter ChatGPT. Ouais, Oui. c'est envisagé. Donc oui, je comprends que les gens aient peur, mais plutôt que d'avoir peur, faut être proactif, là. Hmm. Oui, ce que tu dis, moi, me fait penser à un sujet sur lequel je voulais faire un post bientôt sur LinkedIn. C'est l'état d'esprit de développement et l'état d'esprit fixe. On peut être des fois dans un état d'esprit fixe tous en se disant effectivement, ah, bah tiens, il y a ça, moi j'en veux pas, je veux rester comme avant, hein, la fameuse phrase c'était mieux avant. Oui. Bien l'état d'esprit de développement qui consiste à se dire, ben, je vais aller de l'avant, je vais prendre ce qu'il y a pour en faire une meilleure chose et pour voir quelle opportunité je pourrais en avoir et comment est-ce que je pourrais améliorer les choses, comment je pourrais l'utiliser dans ce que je fais. Oui. Et j'ai le sentiment que c'est pas mal ton état d'esprit par rapport à ce que tu fais de ce sujet-là et puis des livres que tu as écrits. Mm. Exactement. Et je pense que, bon, bien sûr, je ne peux pas prédire l'avenir, mais je pense que ça pourra cohabiter, hein. Par exemple, toujours dans l'intelligence artificielle, Kasparov a été battu par une machine au jeu d'échecs et on continue quand même à jouer aux échecs entre êtres humains. Plus tard, c'est le champion de jeu de Go qui a été battu, on continue à jouer au jeu de Go. Et quand la photographie est apparue, les peintres ont eu un peu peur, mais ils se sont adaptés. Bien sûr, ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas concurrencer la photo, donc c'était plus la peine de faire des peintures réalistes. Il fallait prendre un contre-pied. Donc certains sont passés à l'hyperréalisme, et puis d'autres à l'impressionnisme. Et puis Mm. maintenant, la photographie et la peinture cohabitent très bien. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai qu'on ne peut pas tout prévoir, on ne sait pas exactement. Comme tu dis, on peut avoir des peurs là-dessus, mais les choses sont là, les choses évoluent et une adaptation, et c'est ce qui s'est fait toujours en fait. Oui, on arrive à un équilibre. Quand la Ouais. télévision est arrivée, ça a fait peur au cinéma. Oui, On savait qu'il allait mourir, et en fait, la télévision finance le cinéma. Donc, mm. C'est ça. oui, Tu vois, ça me fait penser à une phrase aussi que j'utilise, enfin que j'utilise, c'est pas moi qui l'utilise, puisque c'est Darwin qui l'a dit. C'est les espèces qui continuent à vivre, qui survivent, ne sont pas les plus intelligentes ni les plus fortes, mais celles qui ont la plus grande capacité d'adaptation. exactement. Donc là, on est dans l'adaptation en fait. Mm. Oui, c'est tout à fait ça. Il faut s'adapter. ChatGPT est là, l'intelligence artificielle est là, et il faudra s'adapter et faire avec. Simplement, l'année dernière, il y a un artiste qui a gagné un prix de peinture, un prix graphique, et il a avoué après qu'il avait utilisé une intelligence artificielle qui s'appelle Oui. Midjourney. Mm. Et les jurys étaient bluffés. Et donc, Effectivement. en introduction de mon livre sur ChatGPT, j'ai écrit une petite fiction où j'imaginais que le prix Goncourt pourrait être remporté par un auteur ayant écrit son livre avec Ah oui. ChatGPT. Ah, ça secoue ça. Dans l'introduction, donc, je vous ai dit on s'était connus sur LinkedIn, mais tu m'as aussi inclus dans un projet, donc tu m'as dit voilà, qu'on pouvait en parler, un projet par rapport au livre que tu écris. Est-ce que tu veux en dire quelques mots? Oui, bien sûr, c'est un livre qui s'appelle L'écriture de discours, sous-entendu simplement. Et le sous-titre, c'est pour marquer les esprits. Bon, l'idée de ce livre, c'est que j'ai résumé à peu près 1200 pages que j'ai écrites dans d'autres livres. Je les ai résumées en 50 fiches qui sont en double page. Donc, j'ai ramené 1200 pages à 100 pages en simplifiant
beaucoup les concepts. 50 fiches qui représentent les 50 concepts essentiels à connaître pour écrire un discours. Donc, D'accord. c'est tout à fait, Quel tout à esprit de fait, concision. voilà, tout à fait adapté aux débutants, mais aussi aux gens expérimentés qui veulent avoir en un seul livre les principaux concepts. Ça peut aider les coachs, par exemple, à accompagner leurs clients. Mm. Parce que l'essentiel, j'ai soigné la mise en page avec un texte principal et puis dans les marges, des résumés, des points clés, des points essentiels, des renvois à d'autres fiches. Donc c'est un livre qui me semble très utile à avoir au quotidien si on ne veut pas se replonger dans les livres que j'ai déjà écrits, retrouver la page où on a vu Oui, tel ou voilà. tel truc. Là, on a un accès direct à une centaine de pages, c'est très concis. Et donc, tu as prévu de mettre plusieurs personnes pour donner leur avis sur ce projet et tout ça. Exactement. J'ai contacté des professionnels dont tu fais partie, à qui j'ai demandé de jeter un œil sur le manuscrit, sur la couverture, de donner leur avis pour améliorer ce livre qui sortira début juillet. Début juillet. Ouais. Eh ben, écoute, merci en tout cas. Moi, je suis ravie de faire partie de ce projet. Donc, je vais essayer de me mettre la tête dedans pour regarder. Mais c'est très riche et j'ai envie de dire aussi que ça montre l'esprit d'entrepreneuriat, je trouve, qui très vite, des fois, on se dit, ah bah tiens, je vais pas, je suis dans le même domaine, je suis en concurrence. On n'est pas concurrent. Pour moi, on est au contraire complémentaires ou même pas complémentaires, des fois différents. Et on a chacun notre essence. Et même si on est dans le même domaine ou qu'on fait la même chose, on est différent. Et on se nourrit les uns des autres. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et en faisant cette démarche-là, je sais que du coup, tu vois la même chose. Donc, voilà. Le conseil que j'ai envie de donner, c'est aussi d'échanger, au contraire, quand on est dans le même domaine, d'échanger avec des personnes qui font la même chose. Mm. Bien sûr. D'autant plus qu'on dit l'art oratoire, mais on pourrait très bien dire les arts oratoires, parce que c'est vaste, hein. Il y a le débat, il y a le pitch, c'est vraiment deux approches différentes de l'art oratoire. Il y a la conférence, il y a l'interview, il y a maître de cérémonie, c'est de l'art oratoire. On pourrait considérer que le slam s'en est aussi. Mm. Donc c'est tellement varié qu'on peut vraiment communiquer avec les autres. Et en plus, on vient d'horizons différents. Il faut voir que parmi les coachs, si je prends juste les coachs de prise de parole en public, certains viennent du théâtre, certains viennent des activités commerciales, certains viennent du coach en développement personnel. Il y a même aussi des chanteurs qui sont là comme coachs vocaux. Il y a vraiment différents horizons qui se rassemblent dans ce métier de coach de prise de parole en public. Et ça vaut la peine justement de côtoyer les autres pour s'enrichir, parce qu'en venant d'horizons différents, on peut s'enrichir soi-même, augmenter ses connaissances. Tout à fait. Bah écoute Eric, si les auditeurs qui sont là ont envie de te suivre, alors déjà de lire tes livres, je mettrai moi en lien tous les endroits où ils peuvent les avoir, parce que ça peut être riche pour eux, sur la prise de parole en public notamment. Euh, et s'ils veulent venir te voir en conférence, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est plutôt dans les entreprises? Comment est-ce que tu fonctionnes? Si, c'est possible parce que je donne surtout des conférences en public, mais je n'en donne pas beaucoup parce que je me consacre beaucoup à l'écriture. Donc, je donne des conférences quand je suis invité, quand on me propose, et j'en refuse aussi. Donc, jusqu'à présent, je crois que j'en donne deux, trois par an, hein, pas plus. La dernière, c'était le week-end dernier, et j'en donnerai pas d'autres avant sans doute le mois d'octobre, je pense. Parce que D'accord, ok. vraiment, j'ai un projet éditorial très, très chargé. Oui. Je fais que ça. Là, celui qui va sortir, c'est le 11e livre, et c'est le 11e en un peu plus de 2 ans. Donc ça fait un livre tous les 2 mois après, quoi. Ah oui, quand même. Ouais, ouais. D'accord, ok. Bon, bah, ouais, effectivement, on montre que quand on est concentré sur quelque chose, effectivement, il faut se concentrer. Et écrire une conférence pour le faire et pour la modifier en ce moment, je sais que ça nécessite aussi beaucoup de temps, beaucoup de concentration. Et écrire un livre, c'est aussi beaucoup de concentration. Donc, on comprend. Mais je Donc, mettrai tout ça en lien. Oui, oui, d'accord. Donc je me remettrai plutôt à faire des conférences en 2024. d'accord. 2024, c'est l'année de la conférence. 2023, l'année des livres. Bon, bah écoute, merci beaucoup Eric d'avoir répondu oui pour le podcast et pour tous ces conseils et pour les informations sur ce livre écrit sur ChatGPT. Merci à toi et en tout cas à très vite pour travailler sur ton projet. Merci Magali. Au revoir. Au revoir. Parler et être écouté, le podcast qui dévoile les clés d'une parole écoutée et pas qu'entendue.